8h10 à Alger. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce 24 heures Afrique à la une de l'actualité. En Algérie, ouverture des travaux de la 8e commission mixte bilatérale algéro-omanaise. Et depuis le siège des Nations Unies à New York, le représentant permanent de l'Algérie à l'ONU réitère les fondements de la diplomatie algérienne, à savoir le soutien des causes justes. Et Antonio Guterres se joint à la douleur du peuple malawi qui a perdu son vice-président dans un tragique accident d'avion. Les travaux de la 8e session de la commission mixte algéro-omanaise ont débuté mercredi à Alger et se sont présidés conjointement par le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger algérien Ahmed Attaf et son homologue omanais Badr bin Hamed bin Hamoud El Boussaïdi. Pour rappel, mardi, les experts ont tenu des réunions préparatoires de cette 8e session. À noter que cette réunion ont été consacrée à l'examen des dossiers de coopération et de partenariat dans plusieurs secteurs d'intérêt commun et à la définition de nouvelles voies à même d'influer une nouvelle dynamique aux relations algéro-omanaises. Ces rencontres nous ont permis d'établir une évaluation très positive car le sultanat d'Oman compte parmi les pays considérés comme les plus grands pays arabes investisseurs en Algérie dans des secteurs qu'on peut réellement qualifier de stratégiques. Cette session nous a ainsi donc permis de définir deux nouveaux secteurs prioritaires en coopération bilatérale. Et par ailleurs, le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a réitéré le soutien de l'Algérie à la Palestine occupée qui subit actuellement un génocide à Gaza. On l'écoute. Je ne peux m'empêcher de signaler la convergence de points de vue entre nos deux pays concernant certaines questions liées à cette région du monde arabe, en particulier la question palestinienne, dont les deux pays se sont longtemps positionnés dans le camp des supporters de ceux qui soutiennent ce pays, surtout en cette période de crise et de guerre qu'ils traversent en raison de l'agression continue. Dans le dossier sahraoui, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Benjama, a réitéré avec force les fondamentaux de la position immuable de l'Algérie sur la décolonisation et le droit du peuple du Sahara occidental à l'autodétermination et à l'indépendance. Benjama, qui s'exprimait mardi à l'occasion des travaux de la session du comité de décolonisation de l'ONU C24, tenu donc mardi à New York, a par ailleurs affirmé que le C24 revêt une importance particulière pour les pays ayant souffert des affres de la colonisation et arraché leur indépendance, ajoutant par ailleurs, je cite, que nous venons des quatre coins du monde et un à un, nous avons accédé à l'indépendance, parfois à l'issue d'une lutte acharnée pour l'autodétermination et la liberté. Et dans ce contexte, le diplomate déplore qu'au sein même de l'Afrique, ce processus n'est pas encore parachevé puisque les territoires sahraouis demeurent sous occupation marocaine. La question du référendum est un point technique, mais il demeure politique en grande partie, puisqu'il est la seule voie pour tous pour pouvoir se concerter avec les populations sous le joug colonial. Le référendum ne peut être remplacé par des ouvertures de représentation consulaire ou des annonces faites par des pays qui sont loin du conflit. Et de son côté, le représentant permanent du Front Polisario auprès des Nations Unies déplore le fait que la question de la décolonisation du Sahara occidental reste otage des velléités de certains États. On l'écoute. La seule demande du peuple sous la direction du Front Polisario est l'indépendance consacrée par des décennies de colonisation et qui a été couronnée par l'édification de l'État du Sahara occidental, la RASD, en 1976.
Ces visées expansionnistes souvent imposées par l'État colonial marocain et avec lui et avec l'aide des entités alliées et collaboratrices visent avant tout à empêcher notre peuple à son droit à l'autodétermination. Le Niger fait face à une calamité naturelle et s'ajoute à la liste des pays frappés par des pluies déluviennes ces dernières semaines et ont causé d'énormes inondations, entraînant des dégâts matériels considérables et la perte en vie humaine. Pour le moment, le pays compte 17 morts. Je vous le disais en titre, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est dit attristé suite à l'accident de l'avion qui a coûté la vie au vice-président du Malawi et à de nombreux autres hauts responsables malawites, a fait savoir un de ses porte-paroles, ajoutant qu'Antonio Guterres présente ses condoléances aux familles et se joint à la douleur du peuple malawi. Pour rappel, le vice-président du Malawi, Feu Salos Chilima, et 9 autres personnes qui se trouvaient à bord d'un avion militaire ont été retrouvées mortes lundi après un accident de leur avion. Le pays a par ailleurs décrété 21 jours de deuil national en hommage aux victimes du tragique accident. Dans le dossier libyen, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, a annoncé mardi avoir installé un système d'administration des vaccinations sur 624 sites en Libye, donc en collaboration avec le Centre national libyen de contrôle des maladies. La plateforme Tahsin comprend une interface conviviale pour suivre les enfants vaccinés et gérer les stocks de vaccins en temps réel, facilitant ainsi l'enregistrement de la documentation transparente du statut vaccinal, explique l'UNICEF par voie d'un communiqué. Et dans le dossier soudanais, depuis le 10 mai dernier, de violents affrontements fait rage à El-Fasher entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide, ayant tué au moins 280 civils au total et ayant blessé 1300 autres jusqu'à présent. Selon les statistiques officielles, les affrontements à El-Fasher constituent la dernière escalade du conflit élargi ou violent entre donc les forces de soutien rapide et les forces militaires du pays qui, comme vous le savez, ont débuté le 15 avril 2023 et jusqu'à présent, et selon les agences onusiennes, ont fait en moins 15 550 victimes et déplacé plus de 8,8 millions de personnes à travers le pays. La coordinatrice de l'aide humanitaire au Soudan du Sud, Anita Kiki Beo, a annoncé mardi un don de 20 millions de dollars du fonds d'aide humanitaire du pays SSHF au profit de plusieurs régions du Soudan du Sud. Cette allocution de fonds vise, selon la coordinatrice, à accroître le financement direct des ONG nationales, de la société civile. L'allocution de 20 millions de dollars poursuivra et complétera les allocutions de financement précédentes, dont 16 millions de dollars alloués par le Fonds général pour les interventions d'urgence en septembre 2023. À noter que les besoins humanitaires du pays pour l'année 2024 nécessitent une aide de 1,8 milliard de dollars pour soutenir quelques 6 millions de personnes à travers l'ensemble du territoire soudanais.
À Madagascar, la Commission électorale nationale indépendante a rendu public mardi les résultats provisoires des élections législatives du 20 mai dernier. Selon la CENI, le taux de participation est de 48,03%, affirmant qu'ils sont en hausse en comparaison avec les dernières élections du genre dans le pays. En 2019, pour la présidente de la CENI, Arsène Dama, cet événement marque un tournant significatif pour la démocratie malgache. La CENI a sorti les résultats provisoires, donc 8 jours avant la date butoir fixée par la loi malgache. Après avoir reçu les résultats des derniers bureaux de vote, ils ont été transmis à la Haute Cour constitutionnelle qui dispose maintenant de 16 jours pour proclamer les résultats officiels. À noter que le retardement des résultats par la CENI avait provoqué une polémique dans le pays et l'opposition ainsi que le parti au pouvoir s'accusent mutuellement d'avoir falsifié les bulletins de vote. Et triste nouvelle qui nous arrive depuis le Nigeria où l'espoir de retrouver les 20 mineurs pris en otage suite à l'effondrement d'une mine s'amenuise d'heure en heure. Plus d'une semaine après le tragique accident, donc, les sauveteurs déployés dans le cadre d'une opération affirment avoir perdu tout espoir de trouver des survivants. C'est ce qu'ont rapporté les médias du pays, soulignant cela dit que pour le moment, l'opération n'a pas officiellement été fermée, même si les familles des mineurs pris au piège partagent le désespoir des secouristes et ont même effectué la prière du 7e jour de la mort, puisqu'ils sont musulmans. Et puis, je vous emmène en Nigeria où la menace frôle sur le tissu d'Adril, une technique connue des Yoruba qui est partagée entre le Niger et le Cameroun, se voit vivement menacée par la production industrielle, menaçant de fait non seulement le tissu, mais aussi l'artisanat, mais aussi les acteurs économiques de ce secteur. L'arrivée du tissu d'Adir fabriqué en Chine a eu un impact important sur nous. La demande a diminué parce que les gens pensaient qu'il s'agissait de produits de qualité, ce qui a ralenti nos ventes à l'époque. Mais aujourd'hui, heureusement, la situation s'est améliorée car les gens connaissent désormais la différence entre les tissus d'Adir fabriqués en Chine et nos tissus d'Adir fabriqués localement. Le gouvernement a proposé de nous fournir des machines pour nouer et teindre les tissus d'Adir, mais nous avons refusé. L'utilisation d'une machine nuirait à la tradition et à l'originalité des produits. La fabrication de l'Adir est un artisanat traditionnel et ancien. Madame, Monsieur, ainsi va l'actualité africaine et s'achève ce 24 heures Afrique. Retrouvez l'ensemble de ces sujets et bien plus encore sur l'ensemble de nos plateformes digitales qui s'afficheront tout de suite au bas de votre écran. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 19h pour le journal de la rédaction et retrouvez tout de suite après Leila Gertal pour l'échiquier international. L'excellente suite des programmes sur A24 News.